Dans la continuité de ma vidéo sur Socrate, je vous propose aujourd'hui qu'on parle de son disciple le plus connu, Platon. L'idée est toujours la même, vous permettre en quelques minutes de comprendre qui est Platon et quelles sont ses grandes idées. Voilà, maintenant que cela est dit, je vous propose à nouveau de parler de philosophie, et donc de parler de Platon, simplement. Platon, c'est un philosophe grec, il est né en moins 428 avant Jésus-Christ, il va vivre environ 80 ans, et contrairement à Socrate, il a plutôt été élevé dans un milieu aisé, dans l'aristocratie athénienne. Après la défaite d'Athènes dans la guerre du Péloponnèse contre Sparte, plusieurs membres de la famille de Platon seront au pouvoir. Ils participeront au gouvernement des 30, un gouvernement qui fait suite à la démocratie athénienne où 30 tyrans dirigeront la cité. Dans cette lignée, Platon envisageait une carrière politique. Il a été éduqué par les sophistes, ceux qui vous apprennent l'art de la rhétorique, l'art de bien parler, l'art de paraître savant, sans pour autant l'être réellement. Néanmoins, c'est sa rencontre avec Socrate qui va profondément le marquer et le changer. Il va décider d'arrêter la politique afin de se consacrer alors à la philosophie. Après la mort de Socrate, il fondera sa propre école, l'Académie. On y apprend évidemment la philosophie, mais aussi les mathématiques et la gymnastique. Pour Platon, les âmes sont immortelles. L'âme, c'est ce qui anime le corps, et chez l'être humain en particulier, elle est dotée d'une intelligence. Ainsi, Platon croit en la réincarnation de l'âme de corps en corps, c'est ce qu'on appelle la métempsychose. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'au centre de sa théorie de la connaissance, il y a l'idée qu'apprendre, c'est en réalité se souvenir de ce que l'âme sait déjà. Pour Platon, les connaissances existent déjà en chacun de nous, grâce aux expériences diverses de l'âme dans ses vies précédentes et dans l'au-delà. Ainsi, le rôle de l'éducation, selon Platon, est davantage un acte de remémoration. Il s'agit plus d'une découverte personnelle et non d'une accumulation de connaissances. La théorie de la connaissance de Platon, c'est un plaidoyer très fort sur le potentiel intellectuel de chacun d'entre nous. Pour illustrer cette théorie, il y a un passage bien connu dans le Ménon de Platon qu'on appelle parfois le carré de Ménon. Dans ce dialogue, Platon met en scène Socrate, où ce dernier interroge un esclave. Cet esclave n'a pas reçu d'éducation formelle. Dans le dialogue, Socrate demande à l'esclave s'il saurait comment tracer un carré dont l'aire serait le double de celle du carré initial qu'il vient de tracer. Évidemment, l'esclave est un peu surpris, un peu décontenancé, il comprend pas trop ce qu'on lui demande. Alors Socrate lui dit « Vas-y, essaie, commence quelque part, fais quelque chose, tu verras bien ce que ça donne. » L'esclave s'exécute et double les côtés du carré. Mais en faisant cela, il n'obtient pas un carré du double de l'aire initiale, mais un carré dont l'aire est 4 fois supérieure à celle du carré de Socrate. Socrate le lui fait remarquer et lui demande alors comment il pourrait obtenir un carré dont l'aire serait égale à la moitié de la taille de son nouveau carré. Je vous passe les détails, vous avez déjà deviné, l'esclave va comprendre qu'en divisant chaque carré par la diagonale, il obtient un nouveau carré dont l'aire est bien le double de l'aire initiale. Ainsi, par cette démonstration, Socrate montre à Ménon c'est le maître de l'esclave, que les connaissances existent en chacun de nous. L'enjeu est simplement de les retrouver. Vous avez probablement tous déjà entendu parler de l'allégorie de la caverne. L'allégorie de la caverne se trouve dans la République, probablement le texte le plus important de Platon. Dans ce texte, sous couvert d'une discussion sur la justice, Platon y expose ses idées politiques. Il explique comment, selon lui, la cité devrait être dirigée. Ici, il va poursuivre ce qu'on a vu la semaine dernière, avec l'idée des philosophes rois. Pour Platon, le meilleur régime politique, c'est l'aristocratie, c'est-à-dire le gouvernement des meilleurs. Mais attention, ce ne sont pas les meilleurs au sens économique du terme, mais plutôt au sens des plus sages. Et les plus sages, ce sont bien les philosophes. Les philosophes sont les plus compétents à gouverner car ce sont eux qui ont consacré leur vie à des questions comme qu'est-ce que la justice, qu'est-ce que le beau, qu'est-ce que le bien. Mais pour réellement comprendre le rôle du philosophe et ce qu'est la philosophie selon Platon, il est nécessaire que nous nous arrêtions sur ce qu'on appelle la théorie des formes ou la théorie des idées. Pour Platon, il existe deux mondes, le monde des idées et le monde du sensible. Le monde du sensible, c'est le monde réel, ce qu'on peut toucher, c'est ce qu'on peut voir, c'est ce qui nous est accessible grâce à nos sens. Le monde des idées, c'est un monde accessible par la pensée, où il existe tout ce qu'on connaît dans sa forme la plus absolue, dans sa conception la plus idéale, la plus parfaite. Par exemple, si vous voyez un cheval dans la vraie vie, ce n'est pas l'idée de cheval, au sens idée, comme on pourrait l'entendre dans le monde des idées. Ce n'est pas le cheval dans sa forme absolue. Ce n'est qu'un cheval particulier, spécifique, avec ses défauts et ses particularités. Mais dans le monde des idées, il existe une idée de cheval qui capture l'essence même de ce qu'est un cheval dans sa forme la plus parfaite.
En clair, pour Platon, il existe un monde où l'on y trouve une définition parfaite de chaque chose. Il existe un idéal pour chaque chose. Et ce que nous voyons dans la réalité, ce ne sont que de pâles copies des formes idéales présentes dans le monde des idées. Cela dit, savoir qu'il existe une idée de cheval, on s'en fout un peu. Quoi qu'on pourrait se poser la question, mais c'est pas très grave si on n'est pas d'accord. Cependant, si on suit l'idée de Platon, qu'il existe un idéal pour toute chose, alors il existe un idéal de beauté, un idéal de justice, un idéal de morale. Il y a dans le monde des idées des vérités. Et ici, on ne parle pas d'opinion. Quand je dis ceci est beau, en tant que philosophe, ce n'est pas mon opinion. Ce n'est pas le goût et les couleurs. Car il existe une définition du beau, idéale, parfaite, immuable, selon Platon. Le rôle du philosophe, c'est de rechercher ces vérités, c'est de découvrir ces formes idéales. Cette théorie des formes, elle va avoir une influence considérable sur l'histoire de la philosophie et elle sera à la base de ce qu'on appelle l'idéalisme. Les idéalistes, ce sont ceux qui pensent qu'on peut changer le monde en partant de la théorie, en le conceptualisant. Si je pense le monde autrement, alors je peux le modifier. Plus tard, on aura un autre courant de pensée qu'on associe souvent à Karl Marx, opposé aux idéalistes, qui dit qu'il ne suffit pas de penser le monde pour le changer, mais qu'il faut partir de la réalité si on veut ne serait-ce qu'espérer le changer. Ce sont les matérialistes. L'allégorie de la caverne s'inscrit dans ce contexte. C'est en voulant expliquer qu'est-ce que la philosophie et le rôle du philosophe que Platon propose cette comparaison. Alors, qu'est-ce que l'allégorie de la caverne ? Il faut s'imaginer une caverne. Dans cette caverne, il y a des hommes enchaînés, prisonniers. Ils font face à un mur. Ils ne peuvent pas se tourner, ils ne peuvent pas bouger. Tout ce qu'ils voient, c'est le mur. Derrière eux, donc ce qu'ils ne voient pas, il y a une lumière. Dans le texte, on dit qu'il s'agit d'un feu. Mais on peut facilement s'imaginer une ouverture, laissant passer la lumière du soleil dans la caverne. De fait, quand des objets passent devant cette lumière, leur forme crée des ombres sur le mur. Les prisonniers, évidemment, ne voient que les ombres. Comme ils ne peuvent pas bouger, comme ils ne peuvent pas se retourner, jamais ils ne verront les objets pour de vrai. Et alors, qu'est-ce que ça dit tout ça ? Eh bien, les prisonniers, en réalité, c'est nous. Ce sont les gens qui peuplent la Terre. Et les ombres, c'est le monde du sensible, c'est ce qu'on voit. Mais ce qui, pour nous, est la réalité, ce qui, pour nous, est un cheval, n'est pas vraiment un cheval. Ce n'est que l'ombre d'un cheval. La réalité, la vraie, pour l'atteindre, il faut se libérer des chaînes. Ainsi, l'allégorie de la caverne sert à remettre en question notre perception de la réalité. Pour Platon, la plupart des gens ne verront que des ombres. Jamais ils ne pourront voir, ni même croire que ce n'est pas la réalité, que ce n'est que l'ombre de la vérité. Mais il y a une deuxième partie à cette histoire. Un jour, on libère un prisonnier, on le met face à la lumière, on lui fait découvrir le monde extérieur. Évidemment, après avoir passé toute sa vie dans la caverne, il souffre, ses yeux brûlent. Sous-entendu, la vérité est difficile à accepter. Mais avec le temps, il s'habitue à la lumière, comme à la sortie d'un tunnel, et il commence à comprendre. Il commence à comprendre que tout ce qu'il voyait jusqu'à présent n'était pas la vérité. L'homme qui sort de la caverne, c'est le philosophe. Mais le rôle du philosophe, la charge terrible du philosophe, c'est non pas de rester seul à l'air libre, à continuer à découvrir le monde, à le contempler, à profiter de sa liberté. Non. Le rôle du philosophe, c'est de retourner dans la caverne. Et pourquoi ? Pour aller chercher les autres et les guider vers la sortie. Le problème, évidemment, c'est que lorsqu'il redescendra, les autres ne voudront pas l'écouter, ne voudront pas le suivre. Les autres le prendront pour un fou parce que, pour eux, la vérité est sous leurs yeux. Elle a toujours été là. La vérité, ce sont les ombres. Dans la République, Platon se sert de cette allégorie pour expliquer 1. Quel est le rôle du philosophe ? 2. Pourquoi les philosophes devraient diriger la cité ? Et 3. Quelle est, selon lui, la cité idéale, la politique qu'on devrait mettre en place ? Ce qu'il nous dit, c'est vous croyez que la cité idéale, la cité juste, c'est la démocratie athénienne. Mais si vous aviez l'opportunité de sortir de ce cadre de pensée, si vous pouviez vous libérer de vos chaînes, alors vous seriez capable de voir, sous-entendu comme moi, de voir que la véritable cité juste, c'est l'aristocratie, c'est la cité des philosophes rois. Dans la continuité de la théorie des formes, Platon se propose de censurer les artistes. Selon lui, les artistes sont éloignés de 3 degrés de la vérité. En effet, il y a d'abord le monde des idées, ensuite il y a les artisans, ceux qui produisent la réalité, ceux qui produisent le monde du sensible, ceux qui produisent les choses, et enfin, il y a les artistes, ceux qui imitent les artisans, ceux qui imitent l'imitation. Ce sont donc pour Platon des spécialistes de l'apparence et non pas
des spécialistes de la vérité. Ainsi, l'artiste n'a aucune connaissance de la vérité selon Platon. C'est un ignorant qui se fait passer pour un savant, et donc c'est dangereux pour la société. Par exemple, Platon critique Homère et sa mauvaise influence à travers sa vision parfois immorale des dieux et des héros. Enfin, l'artiste, pour Platon, est un démagogue. Il ne crée que pour plaire et ne produit que ce qui plaît. Il est là pour flatter le peuple et flatter leurs désirs. Dans la cité idéale de Platon, l'art doit donc être contrôlé, voire censuré, et doivent servir uniquement dans un cadre de propagande, pensé en adéquation avec les philosophes, dans le but d'éduquer les citoyens. Platon, c'est d'abord un philosophe qui a abordé des thèmes fondateurs de la philosophie, comme l'art, l'amour, la beauté, mais aussi la justice, l'éducation, la morale. Platon, c'est le philosophe qui a posé les bases de la pensée politique. Platon, c'est un idéaliste qui, avec sa théorie des formes, va permettre une certaine conception de la pensée et va pousser tout un chacun à repenser ses conceptions, d'aller chercher des réponses au-delà de l'évidence, au-delà du visible. Et si on peut, c'est mon cas à trouver que Platon se fait trop souvent le garant de la vérité, il faut aussi remettre les choses dans son contexte. Platon, c'est quelqu'un qui est en guerre avec les sophistes, pour qui il n'y a pas une vérité mais des vérités, et que le but finalement c'est de persuader son interlocuteur. Et puis deuxièmement, en réalité, toute la philosophie qui va suivre va se positionner en fonction des idées de Platon, plus ou moins. L'opposition, elle existe, et pour la trouver, il suffit de lire les philosophes qui suivront Platon. Il ne faudra pas attendre longtemps, puisque un de ses disciples, et peut-être le plus grand penseur de l'Antiquité, remettra en perspective plusieurs de ses principes. Ce philosophe, c'est Aristote, et on en parle d'ici quelques semaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Vos commentaires m'aident à améliorer les vidéos et aident au référencement des vidéos sur la chaîne. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Salut!